Comme à notre habitude, nous allons faire justement un tour du côté de Libreville, au Gabon. Ce matin, il faut préciser par ailleurs que nous allons parler de l'enlèvement de Privat Ngoma. On se pose bien des questions de savoir si Macron est devenu Roland Pré. Il faut préciser par ailleurs que Privat Ngoma, leader panafricaniste et tête de file de protestation contre la venue de Macron au Gabon, a été enlevé brutalement par des individus qui ont refusé de s'identifier et a mené à la Direction générale des contre-ingérences de la sécurité militaire, le B2. Arrestation musclée de l'opposant Privat Ngoma avant une conférence de presse dénonçant la visite de Macron. Depuis, on va le dire comme ça, le samedi dernier, eh bien, une vidéo montrant l'arrestation musclée de l'opposant Privat Ngoma au Gabon fait le tour de la toile. D'ailleurs, on l'a arrêté devant sa propre mère qui criait et qui était en pleurs. Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositeur d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, des nationalistes, des patriotes, des Africains qui rêvent de voir notre continent debout, libre et surtout souverain. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et bien sûr, nous sommes en direct ce matin. Oui, Panafricaniste TV est en direct avec Libreville ce matin pour justement poser des questions à Privat Ngoma qui avait été libéré 6 heures après, ça il faut le déclarer, et justement déposé dans un endroit inconnu, un quartier malfamé, on va le dire comme ça, du côté du Gabon. On espère que Privat Ngoma est en ligne avec nous ce matin. Privat Ngoma, bonjour. Bonjour, monsieur Steve Jocelyn Goss. Merci encore de m'inviter sur le plateau de votre Web TV, Panafricaniste TV. C'est l'occasion pour moi, à nouveau, de vous remercier et de remercier les techniciens qui permettent que nous ayons cet entretien, et aussi dire merci à tous les internautes de Panafricaniste TV qui, j'en suis sûr, sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Eh bien, Privat Ngoma, le 25 février dernier, vous avez tenu à faire une déclaration déjà contre la venue d'Emmanuel Macron au Gabon, mais aussi dire à tous les Africains que vous serez candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans les mois à venir du côté du Gabon. Vous avez été interrompu et enlevé brutalement par la soldatesque acquise à Ali Bongo. Que s'est-il passé? Vous posez là une très bonne question, monsieur Ngoss. Alors, je vais essayer d'y répondre. Mais d'abord, pour les internautes qui nous suivent, rapidement resituer le contexte dans lequel ces choses se sont passées. Le président français, Emmanuel Macron, s'est invité d'autorité en Afrique centrale. Et il commence par mon pays, le Gabon, où il sera le 1er et 2 mars 2023. Les motivations politiques de ce déplacement ont été habillées dans le sommet qu'ils ont désigné One Forest Summit. Il semble que le président français souhaite préserver l'écosystème forestier gabonais. Surtout lorsque nous savons que les sociétés qui sont les plus pollueuses au Gabon, à travers la déforestation sauvage, l'exploitation abusive de nos minerais, notamment l'uranium et le manganèse, et naturellement l'exploitation du pétrole, sont les sociétés françaises qui n'ont jamais fait l'objet d'un seul procès. Alors le président français décide de s'inviter au Gabon. Et pour la première fois qu'il foule le sol de nos ancêtres, sa préoccupation ne va pas au peuple gabonais, qui lui, me semble-t-il, est encore bien plus important que les forêts de notre pays. Donc Macron ne témoigne aucune sympathie
aucune attention, aucune considération pour les Gabonais. Dans ce cas, pourquoi devrions-nous le recevoir dans une tradition hospitalière africaine? Nous avons donc décidé de l'accueillir comme il se doit, dans la réprobation et dans la contestation. Lorsque son voyage a été précisé, ce qui est des dates, nous avons donc décidé de mettre sur pied une structure que nous avons dénommée Fédération des mouvements citoyens et anti-France-africains du Gabon. Et cette fédération a mis en place un programme de réception que nous devions exécuter et que nous avons commencé d'ailleurs à mettre en branle depuis le 27 février 2023. J'avais donc prévu, pour ma part, de faire une importante déclaration politique dans laquelle j'aurais naturellement dit tout le mal que je pense de la présence d'Emmanuel Macron dans mon pays et du prétexte politique du One Forest Summit qui cache mal les intrigues électorales du président français, car, comme vous le savez, notre pays, en 2023, connaîtra une année électorale très chargée. J'étais dans la salle d'attente de l'hôtel Hibiscus, un hôtel de la place de Libreville, où j'avais convenu de faire cette conférence. Bien entendu, quelques jours auparavant, j'avais posté sur les différents comptes Facebook que j'anime la publicité qui annonçait l'heure, le jour et le lieu de cette petite cérémonie politique. Je me doute donc que les autorités de mon pays ont eu accès à cette information et ont pris la décision non seulement de m'empêcher de m'exprimer, mais aussi de me mettre en garde à vue. À 15h25, alors que je me trouvais dans la salle d'attente, j'ai vu arriver 3 hommes aux mines patibulaires qui m'ont demandé avec insistance de les suivre. J'ai naturellement exigé d'avoir leur identité. Ils m'ont présenté effectivement des badges qui attestaient qu'ils étaient des agents de la police. Et j'ai donc demandé en retour qu'ils me présentent une plainte, une convocation ou un mandat d'amener du procureur de la République qui justifie alors que je les suive. Devant la non-présentation de ce document, j'ai donc refusé d'obtempérer. Ils ont donc usé de force. J'ai été molesté, brutalisé et jeté comme un sac dans le véhicule, à la banquette arrière. Et le pick-up dans lequel j'ai été kidnappé a pris une direction inconnue. Je me suis rendu compte bien plus tard, au bout de 20 minutes de trajet, que nous partions au B2, au deuxième bureau, encore plus connu sous le nom de Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire. Ils m'ont gardé dans les services de cette institution pendant près de 6 heures, sans que j'ai eu à discuter avec un officier de police judiciaire. Et c'est à 22 heures que j'ai pu m'entretenir avec un responsable qui m'a avoué qu'il n'avait pas les raisons officielles de mon arrestation et qu'ils ont simplement reçu l'ordre de m'amener ici et de me garder justement pour la nuit. N'eût été, je le crois vraiment, la mobilisation des Gabonais et des Gabonaises, et surtout la mobilisation internationale portée par les panafricanistes, j'aurais encore certainement passé quelques jours dans les geôles du B2.
Et certainement que cette pression a amené les autorités gabonaises à changer d'avis. Et c'est aux alentours de 22 heures que l'on m'a demandé de rentrer chez moi. Et comment? De fort mauvaise manière. On m'a amené à plus de 40 kilomètres du lieu où j'ai été appréhendé. Et dans une ruelle sombre, glauque, et qui n'était pas goudronnée, sorte de repère de brigands, j'ai été là, déposé. Et on m'a dit, M. Ngomo, débrouillez-vous pour rentrer chez vous. Était-ce bien nécessaire de se comporter ainsi? J'aurais pu être agressé par des brigands, j'aurais peut-être pu me faire mal dans un lieu que je ne connaissais pas. Toujours est-il que j'ai finalement réussi à rejoindre la route principale et appeler mon épouse qui, sur le champ, est venue me chercher et m'a ramené à la maison. C'est encore le lieu de remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées, que je puisse être en liberté et poursuivre le combat que je me suis donné de mener. On vous a enlevé devant votre mère en larmes et la vidéo a fait le tour du monde. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Ma courageuse mère se porte, grâce à Dieu, très bien. Et je veux encore lui dire merci de toujours me protéger comme depuis ma date de naissance. Et c'est toujours un plaisir d'avoir une mère qui prend soin de ses enfants. Je veux simplement, à travers l'exemple de ma mère, porter ce message aux autres mères du Gabon et même d'Afrique. Lorsque votre fils a entrepris de se battre pour son pays, c'est vrai qu'il prend d'énormes risques, c'est vrai. Mais ces risques sont salutaires pour sa génération et les générations futures. Parfois, en empêchant un dessein de se manifester, de s'exprimer, c'est tout un destin qu'on bloque. Et ma mère a compris quel était peut-être mon destin. Et je crois qu'elle se battra pour que je puisse atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et je vais encore lui dire merci pour sa protection éternelle. Face à cette intimidation, allez-vous arrêter le combat panafricaniste avec l'objectif de libérer le Gabon de la main française qui pille, on va le dire comme ça, tout et se croit chez elle, ou vous allez tout simplement, on va le dire ainsi, arrêter le combat ou le continuer comme vous le dites haut et fort partout? Cette question me fait rire, M. Ngos. Néanmoins, elle soulève les aspects que je veux maintenant relever. Le premier aspect, c'est que la France pille les richesses du Gabon, et c'est bien vrai. Et pire, elle se croit chez elle. Il faut expliquer aux Gabonais qui nous suivent et qui, malheureusement, ne sont pas toujours édifiés sur certains enjeux très importants. En 1960, le général Charles de Gaulle a décidé de faire du Gabon une néocolonie. Quel a été le stratagème? Il fallait d'une part nous donner l'illusion que nous étions indépendants. Il a fallu pour cela procéder à la proclamation officielle d'indépendance. Et cet instant, les Gabonais se sont crus indépendants et ne se sont plus battus pour l'être vraiment. Nous étions donc dans cette illusion, ce mirage. Deuxième élément très important, ce sont les accords secrets de coopération que De Gaulle a fait signer au premier ministre de l'époque, qui répondait au nom de Léon Barre.
et qui est devenu par la suite, en 1962, le premier président de la République gabonaise. Les accords secrets de coopération, secrets parce qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une publication et surtout d'une divulgation auprès des populations, pour qu'on s'en imprègne. Ces accords secrets ont été en fait concoctés dans le dos du peuple gabonais, car nous n'avons aucune information sur la délégation gabonaise qui a participé aux différents rounds de négociations. Car lorsqu'on parle d'accord de coopération, il est clair qu'au départ, les deux parties ont des désaccords. Et c'est à la suite de multiples discussions, de multiples débats, de négociations, que l'on finit par rapprocher les positions et ensuite s'accorder. Et on parle d'accord. Aujourd'hui, aucun Gabonais ne peut vous dire qui est le ministre des Finances du Gabon qui a accepté que le franc CFA soit utilisé. Aucun expert financier gabonais ne peut être associé au nom de ce ministre, dans le sens où il aurait participé à la réflexion et finalement aurait accepté cette décision de l'usage du franc CFA. Quel est le ministre de la Défense gabonaise et les experts qui ont accepté qu'il y ait l'installation d'une base militaire au Gabon? Le 6e Bima, que l'on appelle encore le camp de Gaulle. Quel est le ministre des Mines qui a accepté que les matières premières du Gabon appartiennent à la France et que c'est elle qui en décide de l'exploitation quand bon lui semble, et que le Gabon n'a qu'à préciser à la France le programme d'exploitation des matières premières qu'il souhaite entreprendre. Et c'est la France qui décide de prendre ce qui lui convient et ensuite laisserait au Gabon, comme ce dernier n'est pas intéressé, à se rapprocher d'autres partenaires pour l'exploitation des ressources naturelles qui n'intéresseraient pas la France. Quel est le ministre de l'Éducation nationale et les experts gabonais qui ont acté que la langue française serait la langue nationale et que les programmes éducatifs seraient d'inspiration néocoloniale? Voyez-vous, nous savons aujourd'hui qu'il n'y a eu aucune négociation et qu'en fait, de négociation, qu'il n'y en a pas eu, il y a plutôt un diktat qui a pris le nom d'accord. De Gaulle a imposé aux Gabonais la réalité d'une néocolonie qui s'est traduite par une pseudo-indépendance, une indépendance formelle et surtout des accords secrets de coopération qui nous lient pieds et mains et nous jettent à la merci de la France. Ces accords sont encore aujourd'hui appliqués. Et tout président gabonais qui essaye de s'écarter de cette voie est purement et simplement éliminé. Tout opposant qui essaie de dénoncer cela est soit marginalisé, soit définitivement éliminé. Voilà le premier point que je veux relever. Maintenant, est-ce que l'intimidation que j'ai reçue, et là j'attaque le second point, est-ce que l'intimidation que j'ai reçue m'incite à baisser les bras et à arrêter le combat? Monsieur Steve Jocelyn Goss, vous-même, rien qu'en me regardant dans les yeux et en appréciant le ton de ma voix, la fermeté de mon engagement, vous comprenez que cette intimidation n'a fait que décupler ma volonté de me battre et d'apporter à mon pays le meilleur. Car il n'est plus acceptable que le Gabon vive un paradoxe ahurissant où, alors que nous sommes assis sur des richesses incommensurables, fabuleuses, nous sommes en même temps très précarisés, très appauvris, pauvres. Cela n'est plus acceptable. Les richesses du Gabon doivent appartenir d'abord aux Gabonais. Et comme nous sommes un peuple généreux,
et qu'il y en a suffisamment pour toute l'Afrique et même pour l'Europe, nous serons prêts à partager, mais dans le cadre des accords que nous aurons librement consentis, ce qui malheureusement n'est pas le cas actuellement. Vous comprenez donc que le combat continue et il n'y a que la lutte qui libère. Croyez-vous que les autorités gabonaises aux affaires pourraient changer à votre égard ou sont-ils tout simplement contre le panafricanisme qui monte en puissance et qui existe d'ailleurs au sein de la classe, on va le dire comme ça, de la population gabonaise et qui monte réellement en puissance? Votre très bonne question, cher Steve Jocelyn Goss, m'inspire 3 axes de réflexion en guise de réponse. Le premier axe porte sur la dimension sentimentale et fraternelle. Alors, en fait, les autorités gabonaises sont incarnées par des individus, par des hommes et des femmes qui sont des Gabonais et des Gabonaises. Et je suis, comme eux, Gabonais, et si nous aimons notre pays, on le construire ensemble. Ça suppose donc que nous pouvons travailler ensemble, main dans la main, comme des frères, comme des sœurs. Malheureusement, je doute que la dimension sentimentale et fraternelle soit de mise dans le rapport de force politique à cause des différents courants idéologiques qui nous traversent et surtout des énormes intérêts qui nous contrastent et nous différencient. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que sur cet aspect sentimental et fraternel, mes frères et sœurs gabonais qui sont aux affaires aujourd'hui changeront à mon endroit. Parce que la dimension politique, et c'est le second axe, fait que les intérêts qui sont en jeu sont si contradictoires, si opposites. L'État postcolonial que le général Charles de Gaulle a installé en Afrique lors des pseudo-indépendances avait pour but de maintenir notre pays dans un système néocolonial. Le Gabon de colonie passait à néocolonie. Et comme on ne pouvait plus mettre en exergue les Français au niveau de la puissance publique, il fallait remplacer le gouverneur blanc par le président noir. Il fallait remplacer les colons blancs par les endocolons noirs. Mais ce président noir et ces endocolons noirs représentent les intérêts de la France et se battent pour que la France continue à poursuivre ce qu'elle fait depuis plus de 200 ans au Gabon, c'est-à-dire piller nos richesses et nous appauvrir. Dès cet instant, vous comprenez que sur cette base politique où nos intérêts sont contrastés, contradictoires et en opposition totale, nous ne pouvons pas nous entendre. Défendre la beefsteak contre l'intérêt populaire, nous nous battons pour la nation et nous allons forcément les affronter. Sur un plan politique, vous le voyez, ils ne peuvent pas avoir une position qui soit désormais conciliante, ou du moins changer positivement à mon endroit. Enfin, je voudrais finir sur l'aspect idéologique. Un jour viendra où la France-Afrique sera vaincue, j'en suis convaincu. Un jour viendra où les Gabonais, les Africains seront véritablement souverains et seront en situation d'être les maîtres de leur destin. Alors arrivera l'avènement de l'idéologie. Quel avenir voulons-nous maintenant pour notre pays, maintenant que nous sommes débarrassés de l'oppresseur qui nous a imposé sa volonté? À ce niveau, je pense qu'une ligne de démarcation se fera entre, d'une part, l'élite africaine, j'allais dire francolâtre,
celle de l'Afrique francophone, qui considère que l'Europe, la France en particulier, a déjà tout pensé. Nul n'est besoin de réinventer la roue. Il suffit simplement de prendre ce qu'elle a si bien imaginé et l'appliquer chez nous, en l'adaptant à nos réalités. C'est une approche intellectuelle très européaniste, pour ne pas dire eurocentrique. Vous avez des Africains qui vont consacrer la logique d'État-nation. Je les appelle des États nationalistes, qui ne remettent pas en cause le pacte de Berlin, mis en œuvre en 1984-85, qui considère que les frontières, bien qu'artificielles, sont intangibles et qu'il nous suffit simplement d'adopter la même voie que celle que l'Europe a imaginée et a réalisée. Pour ces Africains, point n'est besoin d'imagination. Il suffit de répéter comme un élève ce que le maître lui a appris. Voyez-vous, nous serons toujours en opposition avec cette élite, État nationaliste, eurocentrique et européo-naïste. Parce que nous avons une approche qui, elle, se veut panafricaine ou panafricaniste ou néo-panafricaniste, dans laquelle la souveraineté que nous allons désormais avoir suppose que nous l'exercions sur la base de nos propres ressources naturelles, nos propres ressorts socioculturels, notre propre vision. Notre vision, c'est l'État fédéral continental, voyez-vous, qui transcende ces frontières artificielles pour que finalement, nous ayons, d'ici 50 ans, un président continental, une capitale continentale, une monnaie continentale, voyez-vous. Et dans cette logique, dans ce paradigme, notre Afrique Kama n'aura que 3 frontières. La frontière du nord qui est celle de la Méditerranée, la frontière de l'ouest qui est celle de l'océan Atlantique et la frontière de l'est qui est celle de l'océan Indien. L'Afrique, pour nous, Kama, n'a que 3 frontières. Mais ce n'est pas la vision de ceux qui considèrent qu'il faut 54 micro-États dans notre beau continent africain. Pour ces 3 raisons, voyez-vous, je ne pense pas, un seul instant, qu'il y aura une possibilité de réconciliation, soit fraternelle, soit politique, soit idéologique, avec mes frères gabonais, qui sont non pas mes ennemis, mais mes adversaires. Voilà ce que je peux dire comme réponse à votre question. Votre arrestation est le signe que le Gabon est le pilier de la France-Afrique. Pensez-vous que les mentalités peuvent changer? Vous me permettrez de vous corriger, mon cher Steve Roslingos. Le Gabon est loin d'être le pilier de la France-Afrique. Le Gabon est le temple de la France-Afrique, le sanctuaire de la France-Afrique. Et pour vous démontrer cela, je vais prendre que quelques exemples. La guerre du Biafra au Nigeria. Le Gabon, malheureusement, a joué un triste rôle. Ils sont là dans la fin des années 60, début des années 70. La tentative de coup d'État qui devait faire tomber le président Paul Biya, à peine arrivé au pouvoir, lorsque son mentor, Ahidjo, avait décidé de se retirer. Les mercenaires étaient partis du Gabon. Le complot avait été ourdi au Gabon. Le président Kérékou a fait faire l'objet d'un renversement mené par le mercenaire Robert Denard, dit Bob Denard. Les manigances sont partis du Gabon. La chute du président Lissouba au Congo dans les années 90. Le Gabon, malheureusement, a joué un mauvais rôle. Et enfin, récemment, en Centrafrique encore, le Gabon a participé au complot. Voyez-vous, chaque fois qu'il y a un pays africain
qui sera ou qui va être déstabilisé, le temps de la France-Afrique n'est jamais long. C'est donc pour dire que vaincre aujourd'hui la France-Afrique, c'est attaquer la tête de la pieuvre qui se situe justement au Gabon. Ce combat que nous sommes en train de mener et qui aujourd'hui justifie mon kidnapping, mon enlèvement, concerne pas seulement les Gabonais, mais toute l'Afrique, toutes les Africaines et tous les Africains. Car si nous réussissons à tuer la pieuvre en lui plantant un pieu dans la tête, ces tentacules qui se retrouvent dans les différents pays africains d'espace francophone finiront par devenir inertes, immobiles. Et ne pourront plus attraper, enserrer dans leur poulpe, voyez-vous, les différents pays africains. Allons tous à l'assaut de la tête, de la pieuvre de la France-Afrique qui se situe dans le temple France-africain. Quel Gabon. Voilà, mon cher frère, le message que je voulais adresser aux frères africains. Alors disons que nous avons un combat à mener contre la pieuvre centrafricaine au Gabon en 2023. Les Gabonais seuls ne pourront pas. Mais si nous réussissons, si le Gabon réussit à vaincre la pieuvre avec l'aide des Africains, alors je crois que les prochaines élections qui viendront, je pense à celle du Sénégal, mais surtout à celle du Mali, à celle de la Côte d'Ivoire, se feront sans l'éternelle et néfaste, funeste influence de la France-Afrique. Privan Gomo, je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. Plaisir de vous retrouver forcément dans nos prochaines éditions. Nous allons vous souhaiter tout le bonheur du monde. Merci pour tout. C'est moi qui vous remercie de m'avoir encore donné aujourd'hui la possibilité d'exprimer et de partager ce message. Je veux également vous dire que le 26 février 2023, j'ai, dans un discours programme, annoncé ma candidature à l'élection présidentielle de 2023. Je compte battre campagne, c'est vrai, dans mon pays, en essayant de sensibiliser les populations gabonaises qui ne sont pas habituées à ce discours anti-France-africain et panafricaniste. C'est la raison pour laquelle je compte beaucoup sur l'aide de mes frères africains néo-panafricanistes pour m'aider dans ce combat qui est crucial pour l'avenir de mon pays. Merci encore, Steve Slengos, pour cette tribune. Et merci aux techniciens qui ont rendu possible cet échange. Et encore merci à tous les internautes qui nous suivent avec plaisir, qui commentent et qui deviennent de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous l'avez bien compris, nous étions là en direct de Libreville, la capitale gabonaise, où nous étions en direct avec Privan Gomo. Il est justement le président de New Power, un groupement qui nous fait comprendre que, eh bien, il faut changer les choses du côté du Gabon. Et nous étions justement avec son président, Privan Gomo. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.